OK, ben merci d'être là. Quand j'ai eu cette idée de créer, ça s'appelait pas le QG100, j'avais un nom j'avais baptisé ça le CIPEC, Centre international de prospérité des entreprises du Québec. Mais alors la genèse, c'est qu'en fait, j'étais président de la Caisse des dépôts et de placement du Québec, qui ressemble un peu à la Caisse des dépôts ici, j'avais des constats qui me titillait beaucoup sur qu'est-ce qu'on faisait, nous, comme grands joueurs sur l'économie. Et c'est un grand débat. Donc, les constats que j'avais, c'était qu'on venait de loin. On avait beaucoup été une économie de petites entreprises, de filiales étrangères. Et avec le temps, l'aide de l'État, mais aussi le développement, la maturité de l'entrepreneurship québécois, on est passé d'être des épiciers uniquement, il n'y a rien de mal à être épicier, mais on est devenu aussi des entrepreneurs incorporés. Et il y a eu des programmes très, très valorisants pour l'incorporation, pour la mise en bourse dans les années 80. Et les années 90, avec le libre-échange nord-américain, on est passé de Québec in, Québec international. Donc, il y a eu une poussée à peu près sur 25-30 ans énorme de développement des affaires au Québec. Deuxième constat, c'est qu'il y avait confusion très grande dans les politiques publiques et dans la perception des médias et même de la population. Quand on parlait d'investissement, souvent les gens référaient, en fait, quand je les écoutais, au financement. Alors que l'investissement, c'est de prendre un risque d'affaires pour bâtir, agrandir, conquérir des marchés. Et donc, c'est le côté entrepreneurial. Le financement, c'est autre chose, c'est de convaincre quelqu'un de s'associer, de prendre un risque financier dans l'entreprise qu'on veut créer. Cette confusion-là est encore présente, mais beaucoup moins. Et avec le temps, les gens ont compris qu'il y avait des choses différentes entre le capital, et c'est pas parce qu'on manque d'argent, mais c'est pas suffisant le capital. Donc, ça a fait quand même donner une situation où on avait une surabondance de programmes gouvernementaux de financement. Et ça me titillait beaucoup parce que moi, j'étais assis sur beaucoup d'argent, mais je voyais énormément de subventions un peu partout, de prêts, tout ça. Et en fait, quelle était la valeur des prix, les risques et tout ça, c'était un peu confus parce qu'avec le temps, on en avait mis beaucoup sur place. Finalement, tout ça pour vous dire que l'offre de capital public était très forte, alors que l'offre de capital privé, non garantie, était très faible. Évidemment, les banques étaient là pour prendre faire des prêts de garantie, mais la base de capital privé, ceux qui étaient prêts à prendre un risque de capitalisme, c'est-à-dire d'investir dans les entreprises et partager la propriété avec l'entrepreneur, ça existait à peu près peu. Et ça me chicotait parce que, dans le fond, ce que je dis là, c'est que le Québec capital embryonnaire capital était très embryonnaire. Par contre, j'avais une grande frustration. Je disais à mes gens, comment ça se fait que les très bons, on ne les voit pas? Ceux qui viennent nous voir pour emprunter ou pour qu'on investisse dans leur compagnie, ils sont bons. Mais je connais des entreprises qui sont excellentes. Et pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Pourquoi on ne les voit pas? Et dans le fond, ma préoccupation, c'était qu'on avait le réel danger de se faire sélectionner, comme on dit en anglais, de façon adverse. Donc, c'est-à-dire qu'on se ramasse avec une distribution dans un portefeuille d'investissement où on n'a pas la partie très payante, on a la partie plus risquée et on n'a pas cette diversification qu'on cherche. C'est ce qui me préoccupait. Et parmi les choses que j'ai fait à ce moment-là, c'est d'impartir beaucoup ce qu'on faisait au secteur privé. Donc, j'ai été très critiqué parce que ça a été crucifié sur la place publique. Mais je l'ai fait avec la conviction que ceux qui viendraient avec nous gérer les portefeuilles qu'on impartissait, avec le temps, ils bâtiraient une industrie du capital pour donner une offre diversifiée. Donc, j'avais cette situation où, d'un côté, beaucoup de subventions, de l'autre côté, peu de véritables preneurs de risques. Et je trouvais cette asymétrie que c'était pas solide pour l'avenir, parce que je dis, à quelque part, il faut que quelqu'un prenne le risque, il faut que le capitalisme investisse et non pas soit subventionné. Donc, c'est sur ces constats-là qu'à force de fouiller ceux qui étaient très bons, j'ai découvert que ceux qui étaient à l'international, exportateurs, global, il y avait des caractéristiques qui étaient fantastiques. Elles étaient d'abord souvent à la fine pointe de leur technologie, étaient plus créateurs, il y avait énormément de talent dans leur entreprise, ils étaient mieux informés et en fait, ils avaient en général une croissance plus forte. Dans le fond, le marché international servait pour écrémer. Et ceux qui avaient tenté de le faire et ne l'avaient pas fait, eh bien, ils étaient sur le marché local, mais ils ne pouvaient pas sur le marché local avoir la même croissance. Bon. Donc, je me suis dit, tiens, si on était capable de faire en sorte que ceux qui sont très bons à l'international
aident les très bons qui s'aident entre eux, on va créer une dynamique très différente parce que, dans le fond, ces gens-là qui ont déjà du succès vont être capables de partager. La question, c'est comment on fait ça. En fait, je dis là la raison. Très, très souvent, dans les politiques de développement économique, on parle de capitaux en disant, si on avait le capital, on va tirer le talent et on va créer des réseaux. En fait, ma conviction, après toute ma vie professionnelle, je peux vous dire que le plus important, c'est d'abord d'avoir des gens qui sont bien réseautés. Et s'ils ont le réseau qui va leur donner l'information sur ce qui se passe au niveau des produits, des personnes, des marchés, tout ça, c'est les réseaux. Donc, d'avoir un réseau d'information et de collaboration et de contact, c'est clé. Pourquoi? Ces réseaux-là ont cette qualité qu'ils attirent les gens talentueux. Parce que les gens talentueux sont curieux, ils veulent dire. Alors, et les deux ensemble font en sorte que, dans le fond, quand vous avez le talent et l'information, le capital, il va suivre. En fait, vous allez avoir le choix avec qui vous allez faire affaire. Ça, c'est une conviction que j'ai développée. Donc, je me suis dit, si on amène ces gens-là qui ont compris cette équation-là, avec les caractéristiques qu'ils ont, ils auraient sur l'économie du Québec et l'économie canadienne un effet extraordinaire parce que ceux qui vont devenir fournisseurs, clients et partie de leur écosystème vont donc créer une dynamique très différente. Et je la voyais déjà parce qu'on avait ces gens-là qui le faisaient. Donc, que se passerait-il si un réseau de grandes et moyennes entreprises était créé dans le but que les meilleures d'entre elles aident les meilleures? Donc, chez petit anglicisme, là, on voulait faire du judo de la mondialisation. On est en 2007. OK? Et là, dans une conférence, j'ai lancé cette idée du CIPEC. OK? Bon, on part de l'idée. Et là, j'ai passé une partie de l'année 2007 jusqu'à l'été. J'ai dit raise friend, raise profile, c'est-à-dire prendre l'idée puis aller Je fais le tour de la ville, quoi. Je fais le tour de la campagne, j'ai fait le tour des capitales, je voyais les capitaines d'entreprise. Et j'ai commencé à voir que, tiens, les gens aimaient ça. Puis j'ai dit peut-être que j'ai plus d'appui que je pense sur cet aspect-là. Et on a, à ce moment-là, j'ai réuni un certain nombre de grandes entreprises autour de moi parce que je dis, celles qui étaient déjà les grandes entreprises, donc les CGI de ce monde, Saputo, nos grandes entreprises du Québec, j'ai fait appel à eux. J'ai dit, j'ai besoin de vous pour financer ce truc-là. Parce que il y a un coût de financement de départ. Et puis, j'ai réuni 5-6 de ces grands capitaines d'entreprise autour d'un déjeuner. On est venu à la conclusion que l'idée était excellente, que l'argent pour financer le start-up de ça, ce ne serait pas un problème, que les gens seraient prêts à collaborer, mais que ça nous prenait un emblème, quelqu'un qui était vraiment un leader emblématique, qui pourrait symboliser le succès à l'international. Et comme le succès n'est jamais facile, Charles, qui est un ami, a eu de l'insuccès et du succès. Il est devenu très, très riche, très, très pauvre, et maintenant il est très, très riche. Mais il a tout connu, OK? Il a fait les hauts et les bas de la... et c'est pour ça qu'il y a énormément d'expérience, énormément de vécu. C'est un homme qui a des valeurs extraordinaires, des valeurs humaines extraordinaires. Et on l'a convaincu de prendre... Dans quel domaine? Dans les télécoms. Charles, son père avait un petit business de communication des pagettes. Les pagettes, c'était quoi? C'est quand, au tout début des communications, nous avions un truc qui s'appelait les pagettes. On mettait ça à la ceinture et un pager, quelqu'un voulait nous rejoindre. Poup, poup, poup. Alors, on avait un petit signal. Son père avait parti ça dans une région et il a hérité de ça. Et de Pagette, il est allé à la téléphonie mobile. La téléphonie mobile est allée au câble. Où il s'est fait mal, c'est quand il y a eu trop de câbles souterrains entre l'Atlantique et là, il était... Donc, Téléglobe, c'était lui. Il l'a vendu juste à temps. Après ça, il y a eu des déboires. Bon, c'est une longue histoire, vous direz sur Internet. Donc, son secteur, c'était les télécoms et ensuite les technologies. Et aujourd'hui, en fait, Télésystème, qui est la compagnie qui l'a toujours, c'est son fils qui la gère. Et lui, il partage son temps entre la philanthropie et un fonds de capital qui est très actif dans les nouvelles technologies. Et avec son épouse, il a une fondation très, très active sur la recherche sur le cancer du sein. C'est une de ses... Alors, donc, donc, Charles Sirois a accepté de... Alors, j'avais donc mes entreprises emblématiques qui m'avaient aidé. J'avais déjà un premier jet de principe. Mais quand Charles est arrivé, là, on a parlé business. Là, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Et là est arrivée la crise.
Alors moi, j'avais resté à la caisse jusqu'au mois de mai, pensant qu'au mois de mai 2008, la crise était terminée. J'ai changé de boulot. La crise est arrivée après. Si vous avez lu l'Internet, j'ai été crucifié parce que je devais savoir qu'il y avait une crise. C'est pour ça que vous en allez, mais évidemment, je ne savais pas. Mais c'est arrivé comme ça. Et en 2009, donc au cours de l'année 2009, Charles me rappelle, il dit, écoute, autant l'idée était bonne quand on n'avait pas eu la crise, autant maintenant qu'on a la crise, il faut se remettre au boulot. Si tu es d'accord, on prend le travail. Donc, on a retravaillé le truc. Et dans l'année 2009, donc j'étais rendu chez Power Corporation, on a fait, et ça, c'était là qu'était la recette, on a fait à peu près une vingtaine de focus groups, donc de groupes de femmes et d'hommes d'affaires de tout niveau, petites, moyennes et grandes, mais qui avaient tous une caractéristique, ils étaient déjà soit exportateurs, soit investisseurs à l'étranger, ils n'étaient pas tous le même acabit, mais il y avait 7 caractéristiques. Et on avait un questionnaire d'une vingtaine de questions qui étaient autour des facteurs de succès et d'insuccès, et qu'est-ce qui faisait qu'un avait réussi et l'autre n'avait pas réussi, tout ça. Donc, on a fait ces groupes, qui a été un travail assez lourd, je dirais. On a fait ça sur 1 an. Et on a colligé l'information. Et c'est de là qu'est née l'idée que, dans le fond, si on veut faire que ça fonctionne, et j'en viens au point qui vous intéresse, pourquoi des entreprises qui, en principe, sont tous en compétition vont collaborer? Hein, c'est ça l'idée. Alors, c'est ce qui nous a amené. Alors, ça, c'est les 17 entreprises globales qui ont aidé à financer. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, c'est juste pour les grandes, non. Eux autres, ils ont été comme les grands-parents de la truc, OK? Donc, ils nous ont aidés, parce que ça nous prenait. Alors, on a cotisé ces entreprises-là, on nous a demandé les financières 75 000, puis les non-financières 50 000 pour 3 ans. Donc, on avait un fonds. Et ça nous garantissait les ressources, les capacités de faire des recherches. Et ça, c'est essentiel. Donc, ça a été ceux qui ont collaboré. Et c'est ça les principes. C'est pas une recette. Mais qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? C'est des entreprises globales et non uniquement internationales. Je m'explique. On n'a pas voulu faire un club d'exportateurs. Ce qu'on a, ce sont des entreprises, je dirais même, peu importe la taille, mais en général, le plus petit va être à 25 millions de chiffre d'affaires. Okay? Mais c'est pas si gros que ça, 25 millions. C'est pas... Bon, vous allez voir tantôt la distribution. Mais global par rapport à international, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont au moins une entreprise qui opère. Ils ne sont pas obligés d'avoir investi. Ils vendent ou ils opèrent sur 2 continents, 2 fuseaux horaires, 2 régimes réglementaires, 2 régimes fiscaux, des langues différentes, des cultures différentes. On s'est aperçu que cette complexité de l'entreprise globale était au centre. Ceux qui n'étaient pas capables de gérer ça, ça ne marchait pas, ceux qui étaient capables. J'ajoute que même pour l'exportation, ceux qui avaient cette mentalité, ils ne sont pas venus. On a des très belles entreprises qui ne font pas le club, parce qu'ils sont uniquement exportateurs aux États-Unis. Mais quand on regarde leurs caractéristiques, c'est des entreprises globales en mentalité, en culture, en capacité. Donc, première chose, une entreprise globale. Deuxièmement, on ne devient pas membre de QG100. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'est Charles et 2 de ses collaborateurs dans un brainstorming, Québec global sans entreprise. Okay, c'est aussi simple que ça. Pour devenir membre, on n'applique pas pour devenir membre. On ne dit pas, je vais faire mon chèque. Et d'ailleurs, la cotisation est pas élevé, c'est 15 000. Maintenant, on a monté à 16 000 par année. Donc, le start-up est fait. Donc, on utilise beaucoup d'électronique, nos coûts sont faibles. Il faut être référé, invité par un membre. Donc, un des membres dit, bon, souvent c'est les banquiers, souvent c'est les financiers qui connaissent plus les gens, mais souvent c'est un ami, un fournisseur nouveau qui arrive, puis, je ne connaissais pas. Quand on a réuni la première fois tous les membres qui étaient présents, quand on a fondé en 2010, il y avait 34 membres, donc les 17 qui étaient les grands fondateurs et les 17 nouveaux. À part les grandes entreprises, la plupart des gens qu'on a mis dans la salle ne se connaissaient pas. Et souvent, ils opéraient sur le même continent, soit en Asie, soit en Chine, soit au Brésil, whatever. Mais ils ne se connaissaient pas. Ça nous a frappé. Donc, tu ne deviens pas membre parce que tu veux, c'est parce que tu es invité. Deuxièmement, il y a un comité de recrutement, il y a un comité de sélection. Et là, tu fais le club. Maintenant, il y a une grande condition. Le nom de l'entreprise et de son PDG va être mis en communication à tous les membres. Aujourd'hui, on est 84 membres. S'il y en a un qui dit non, c'est non. Maintenant, on ne peut pas dire non pour n'importe quelle raison. En général, et c'est arrivé depuis 9 ans, une seule fois vraiment, où l'entreprise dit non,
Pourquoi? Parce qu'il était trop compétiteur. Et la raison pour qu'on fait ce truc, c'est pour avoir le bien le plus important de la confiance. Donc, il se dit des choses entre eux, et vous allez voir que le gros du réseau, c'est pas le secrétariat, c'est plus Charles et moi, c'est le networking entre eux. Hein, ça évolue à le nombre de membres fois N. Donc, on a donc cette caractéristique, et un coup que ça a ballotté et que tout le monde est d'accord, ben, le conseil d'administration va entériner le membership. On a commencé à 30, et vous allez voir, on a monté à 50, on est à 84, 85. Les critères de sélection sont très exigeants. Il y a une matrice. Il faut que vous soyez en affaires depuis 5 ans avec succès. Il faut. On est exigeant. On est exigeant. Et pourquoi? Parce qu'il y a un côté élitiste à ça. Et les gens veulent vraiment que dans le club, les gens puissent s'entraider. Et donc, c'est parmi les meilleurs. Donc, ça veut dire quelque chose. Il y a la performance et la croissance. On n'est pas secret. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut vous interrompre? Oui, quand vous voulez. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Ce que vous dites est intéressant, mais j'ai déjà une première question. Est-ce que ça favorise pas, ou est-ce que ça n'est pas de la pratique anticoncurrentielle? Je vais revenir là-dessus. Oui, OK, d'accord. On peut aussi, à l'inverse, vous dire, oui, mais là, c'est un club de copains qui font des affaires ensemble. Ouais. Et je vais expliquer l'Avalanche, je prends cet exemple-là, là, je le connais bien. Ouais, vous allez voir tantôt. Vous allez voir tantôt, je vous arrête là parce que j'ai déjà la réponse. Ah, OK, ça va. J'ai déjà la réponse. Alors, le réseau n'est pas secret, mais discret. Donc, dans les journaux, on ne parle pas beaucoup de nous. En tout cas, on n'a pas fait de grands trucs parce que on ne le voulait pas comme ça. On ne voulait pas que ça soit... On ne fait pas de lobby auprès des gouvernements ou auprès de quoi que ce soit. Et là, aucune sollicitation des fournisseurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu dis qu'ils font des affaires ensemble, très peu. Très peu. On est là pour échanger sur les pratiques d'affaires. Et par exemple, si on a un événement où, disons, une firme de comptable ou un McKinsey ou un autre vient, parce qu'on les invite pour des trucs, il y a une règle fondamentale que tous les membres savent et qu'ils vont appliquer. S'ils sont sollicités par un fournisseur lors d'un événement QG100, ils vont être dénoncés et on ne veut plus rien à faire avec lui. Et on le dit à tous les membres. Ça ne veut pas dire qu'un PDG ou une PDG, après une réunion, trouve un truc très intéressant, appelle la firme, dit « oui, je vais faire avec vous », ça c'est correct. Mais fondamentalement, il n'y a pas de... Alors, c'est pour ça que cet aspect... Donc, comme ce sont tous des gens, vous allez voir, dans des secteurs différents, il n'y a pas de collusion. Leur monde, c'est la planète et leur entreprise. Et c'est pour ça qu'au départ, on a peu de gens qui viennent du même secteur, qui peuvent être des compétiteurs. Okay? Ça règle cette question-là. C'est donc établi sur la confiance et on y a ajouté évidemment un secrétariat qui est relativement souple. Alors aujourd'hui, contribuer à l'essor des entreprises qui sont des gagnants en accélérant la croissance à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là. La mission, c'est essentiellement favoriser l'échange de savoir-faire entre les membres et renforcer les compétences à l'international parce qu'il y a un accompagnement qui est pertinent. Et c'est des solutions inspirées par les meilleures pratiques globales, qui viennent d'eux, qui viennent du membership. Alors, c'est quoi la différence que je sens? La qualité des membres. On met énormément de temps à préparer les événements. On investit énormément sur la qualité des événements. Ils savent que s'ils viennent à un truc de QG100, ça va être top niveau. Si on n'est pas prêt, on l'annule. On est très exigeant là-dessus. C'est un programme qui s'adresse non seulement au PDG, le PDG est membre, mais ses collaborateurs, ils ont des événements pour eux, que ce soit en ressources humaines, en marketing, en finance, en technologie. International d'abord, ils peuvent, je donne un exemple, aujourd'hui, toute la technologie 4.0, la robotisation, c'est omniprésent. Alors, on ne peut pas faire une réunion sans qu'on en parle, donc on dit oui, c'est l'international d'abord, mais il va y avoir une dimension, lorsqu'on va discuter de 4.0, qui va être l'entreprise globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est toute la question des plateformes et ces trucs-là. Des relations étroites avec les organisations gouvernementales. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement canadien a aimé ce qu'on faisait. Et très rapidement, ils nous ont approchés. Qu'est-ce qu'on veut faire pour vous aider? On n'a dit rien. Mêlez-vous-en pas, on n'a pas besoin de vous. Bon. Quoi encore? Hein? C'est ça notre réponse. Charles et moi, on a dit, bon.
Et est arrivé ceci que certains de nos membres ont commencé à se plaindre que les services internationaux de commerce étranger n'étaient pas aussi bons qu'ils s'attendaient, ça variait d'un pays à l'autre. Ah, on a dit ça, ils ont posé la question. On est revenu en disant, on a demandé à nos membres de faire un petit ranking des services internationaux à travers les pays, selon les ambassades. Et voilà, on vous donne ça. Bon, on trouve ça intéressant. Donc, de fil en aiguille, on est devenu un groupe où le gouvernement canadien, quand ils veulent faire quelque chose, dit, est-ce que vous ne pouvez pas réunir une quinzaine de vos membres dans l'Asie? Puis, on veut interagir avec eux sur... Bon. Nous, on n'est pas là, Charles ou moi, ou le secrétariat, c'est les membres, puis les gens sont libres d'y aller. Avec le résultat que, d'année en année, après 10 ans plus tard, un membre de QG100 qui appelle dans une ambassade canadienne, « Oh, QG, OK, come on in. » Donc, on a comme bâti une marque de commerce, si tu veux, qui fait que ils ont un accès que probablement d'autres n'ont pas parce qu'on a fait cette sélection des meilleurs parmi les meilleurs, tu vois. Mais c'était pas prévu, c'était pas dans le plan d'affaires, c'est arrivé comme ça. Et maintenant, bon, ben, c'est un avantage. On dit, oui, c'est très bien, et on le fait de façon plus serrée. Alors, on parlait tantôt des secteurs, vous voyez la diversité. Bon, il y en a des 500 millions et les entreprises d'1 milliard et plus, leur statut a changé. Ils ont été très présents dans les 5 premières années. Ça répond à la question de madame tantôt. Donc, les très, très grandes entreprises nous ont aidés non seulement à financer, mais aussi à être présents. Bon. Mais avec le temps, ils ne retiraient pas grand-chose. Honnêtement, ils avaient la capacité de payer les consultants qu'ils voulaient, alors que nous, beaucoup de choses qu'on fait pour les PME, c'est qu'on leur paie les meilleurs consultants au monde, mais collectivement, alors qu'autrement, ils ne pourraient pas se le payer. Donc, le but maintenant, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans le 25 à 75 millions, ben, tournent la roue et se retrouvent dans 250 et dans 500 millions. Donc, de faire en sorte que... Et nous, la porte d'entrée est beaucoup plus petite. Maintenant, les entreprises qui rentrent sont dans le 25, 30, 50 millions. Et c'est de les amener à aller de l'autre côté. C'est ce qui fait la force du réseau. C'est maintenant la mobilité qui monte. Donc, je parlerai tantôt de ceux qui sont plus petits que... sont présents dans 165 pays. Donc, quand on dit on fait quelque chose sur la Chine, ben on a une vingtaine de joueurs, tu vois, qui sont là et ils sont ça en commun. Bon, ça, c'est les chiffres, où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là. Alors, à travers tout ça, il y a un comité de programmation dont je vais parler tantôt. On a des axes, on appelle ça des chantiers stratégiques. Aujourd'hui, l'innovation technologique, c'est un gros truc. L'expansion internationale est toujours là, mais son contenu va changer. Aujourd'hui, c'est tout le fait qu'il y a des changements très importants dans les tarifs, dans les non-tarifs, dans tout. Donc, on est dans une phase de redéfinition des règles du jeu. Et donc, ils sont très, très intéressés, nos membres, à savoir, bon, qui peut nous parler des derniers tarifs, parce que c'est quotidien avec M. Trump. Donc, et enfin, le côté talent Caleb mondial, le recrutement, la culture, les processus, les modèles organisationnels, c'est les grandes préoccupations. Donc, on a ces 3 chantiers-là. Et ces 3 chantiers-là, ce sont des chantiers qui viennent, dans le fond, des besoins des membres, qu'on capte à travers des sondages et tout le reste, et qui vont influencer les activités qui vont suivre. Alors, vous devez comprendre que notre offre de service est regroupée autour de 3 trucs. Le PDG, ça, c'est des trucs où tout le monde peut venir, donc collectif, pour tout le réseau. Ça, c'est des activités réseau. On aura aussi des activités en sous-groupe, donc comme une communauté d'intérêt. Puis on aura des activités pour les individus. Donc ça, c'est les 3 types d'activités qu'on a. Puis les activités peuvent être pour le PDG ou la même déclinaison, mais pour le responsable, disons, des ressources humaines ou le responsable des fusions-acquisitions. Okay? Donc c'est cette matrice qu'on utilise. Donc pour le PDG, la grande affaire qu'il ne faut pas manquer, et cette année, on avait 94% de nos membres à la retraite stratégique. C'est un week-end. Ça se faisait il y a 3 semaines. Ça commence le vendredi à 5 heures. Ça se termine le samedi soir très tard. Et le dimanche matin, les gens se voient, mais c'est par amitié. Le vendredi soir, c'est un dîner dans lequel il y a un conférencier, mais qui va plutôt être macro. Okay? Et toute la journée du samedi, ça commence toujours par 2 ou 3, mais généralement, c'est 2 grandes conférences. Donc, on va aller chercher des gens très pointus sur des, qui sont sur des sujets.
Depuis 3 ans, c'est beaucoup autour de la technologie, donc la retraite stratégique. Et ensuite, il y a des témoins, c'est-à-dire de nos membres qui présentent une expérience qu'ils ont eue, souvent des expériences de succès, mais des fois insuccès. Donc, ils partagent ça. On a aussi, dans la retraite stratégique, des ateliers et les conjoints et les conjointes sont invités et il n'y a pas un programme à côté. Les conjoints et conjointes participent. Pourquoi? Parce que 90% des entreprises qu'on a là, c'est des entreprises familiales, c'est la femme et son mari, mais les deux sont dans l'entreprise très souvent, ils sont copropriétaires, donc et ça compte pour un, vous comprenez? Donc, et on va permettre aussi au PDG ou à la PDG d'inviter soit son chairman, ou si elle est en transition ou il est en transition, d'inviter le prochain successeur pour que lui soit là. Okay. On va faire des forums, en général 3 par année. Et QG100 présente, qu'est-ce que c'est? C'est un PDG, c'est des rencontres ad hoc. Je donne un exemple. Quand le gouvernement canadien a nommé le nouvel ambassadeur en Chine, lui-même me dit, j'aimerais ça voir vos gens qui sont en Chine. Donc, QG100 présente le nouvel ambassadeur, ils viennent. Et là, ils vont faire connaissance. Donc, ça, c'est le programme PDG. Le programme haute direction, lui, c'est plus fréquent, c'est 12 événements ciblés. Bon, je donne des exemples, là, transformation numérique, innovation, mise en marché, développement. Et puis, on a des communautés d'intérêt qui, par définition, vont varier d'une année à l'autre. C'est ainsi avec ce qui se passe en Chine. Les joueurs de la Chine, nos membres de la Chine, on dit on veut se voir. Et c'est ainsi, le gros truc, c'est la Manufacturing 4.0 depuis 2 ans, donc on le maintient. Service individuel, ça va être mise en relation en 2 membres. Bon, et là, par exemple, il y a une entreprise qui vient d'acheter une grande compagnie, et puis un de nos membres est dans cette mouvance-là, est en train de vouloir acheter, puis il veut parler à cette personne. Alors, ce qui va se passer, c'est que s'ils se connaissent, ils vont s'appeler, on verra, on ne saura même pas. 90% des relations de nos membres, maintenant, se font sans qu'on sache. Mais s'il ne connaît pas assez, il va demander au secrétariat, peux-tu m'organiser un 2 heures avec un tel? Et ça, c'est des supports individualisés. On va aussi faire l'accompagnement. C'est des programmes sur mesure. Par exemple, on a eu, il y a 3 ans, un grand spécialiste de la gestion du changement dans l'entreprise globale, et on a fait une séance de 3 jours. Mais les gens ont payé. Les gens ont payé pour le truc, c'était sur demande, mais il y en avait 32 qui ont payé, qui sont venus. On a fait le truc. Et puis, on a un portail sécurisé où les membres échangent un paquet de trucs entre eux. Permanence, voyez-vous, petite permanence. C'est une dame maintenant qui est en charge, elle a une grande expérience internationale. Et tu parlais de ton stage, bien, on a souvent 1 ou 2 stagiaires là, qui sont là, toi-même, qui est là. Et c'est pas un gros secrétariat, c'est très léger. On a des conseillers stratégiques. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des gens qui ont soi-disant pris leur retraite et quand on voit une annonce que telle personne est là, on regarde. Donc, Pierre-Paul, qui est lui, sa compagnie vient d'être vendue. En fait, c'est Michelin qui a acheté. Pierre-Paul était le responsable de toute la transformation numérique avec Camso. Et donc, suite, il a accepté. Donc, il est celui qui fait le leadership de l'innovation technologique avec un autre monsieur qui vient de prendre sa retraite, qui était chez Canam, responsable des TI. Donc, à 2, ils animent toute cette affaire-là, mais c'est des gens d'expérience. Ces conseillers stratégiques-là, on les paie. Mais, je vais vous dire, c'est pas une vraie paye. C'est vraiment entre le bénévolat, puis c'est des gens qui sont généreux, parce que ça finit toujours pour faire en sorte qu'ils travaillent beaucoup plus d'heures que prévu. Ils aiment ce qu'ils font, et bon. Expansion internationale, mais là, on pige beaucoup dans les anciens ambassadeurs, ambassadrices. On va chercher... et finances, ben là, on va chercher aussi des gens qui... Ça, c'est tous des jeunes retraités. Et là, ça, c'est nouveau. Alors, donc, je vous disais que nos 17 membres fondateurs, avec le temps, après 5-6 ans, ils nous disaient, écoute, on paye encore, mais franchement, on en profite moins qu'au début. Puis, on a fait notre travail, on vous a mis au monde. Alors, on a commencé à perdre des membres, des gros membres. Bon. Et là, la réflexion qu'on a faite, on a dit, dans le fond, qu'est-ce que nos membres ont besoin? C'est de pouvoir parler à ces grands capitaines qui ont bâti ça, c'est des entreprises de plusieurs milliards de dollars. C'est des flagship canadiens qui sont bons.
Alors, on a demandé à ces... Puis là, la liste va continuer. On est en train d'en recruter à l'échelle... Est-ce que vous accepteriez d'être un grand collaborateur? Ce qu'on vous demande, c'est deux choses. Une fois par 3 ans, vous allez vous adresser à notre membership, au sujet que vous voulez, à peu près quand vous voulez, mais on va le planifier. Et deuxiemièmement, vous allez nous donner à nos membres une dizaine d'heures par année, pas à la même personne, mais peut-être à 10 membres 1 heure. Et ça sera planifié, de sorte que vous pouvez faire du coaching un peu dans le cas où nos membres pourraient avoir besoin de grands conseils. Ils ont tout accepté de collaborer. Notre conseil d'administration, Charles le chairman, moi je suis là, mais aussi les autres membres, ce sont tous des PDG. Il y a 2 filles de plus là, cette année, des PDG de notre membership. On a un comité de recrutement. Jusqu'à l'an passé, c'est moi qui assumais le leadership de ça. Maintenant, c'est lui qui en a pris le leadership. Et on a un comité de programmation dont j'ai gardé la présidence parce que c'est... Là, moi, je vous parle, on planifie 2020. Donc, il faut réserver les conférenciers, donc c'est tout le contenu, et ça évolue. Mais c'est un gros groupe, mais c'est des gens qui ont très diversifié, et c'est un comité qui travaille, je crois que ça termine là, oui. Voilà. Donc, l'Ontario, la province voisine, est venu nous voir, donc c'est des gens d'affaires qui ont entendu parler de ça. Et Charles et moi, chacun notre tour, on est allés 2 fins de semaine pour les aider. Donc, ils ont parti en Ontario, ça. Là, c'est parti. Plus lentement que nous, un peu, même s'il y avait une partie de la recette qu'on les a donnée, et ça relève la question de la collaboration versus la compétition. Tu vois, c'est bon. Au Québec, c'est peut-être culturel, les gens ont accepté ça. Bon. Aujourd'hui, les gens sont jaloux du fait que c'est confidentiel, que, tu vois, ils peuvent travailler. Puis, dans le fond, moi, je suis très content d'une chose, c'est que je dis, parce qu'ils nous le disent, le réseau, actuellement, les 2 choses qu'ils aiment, ils se connaissent, ils s'appellent, ils se voient, en dehors même de leur travail. Là. Ils sont devenus des amis, surtout ceux qui ont des géographies ou des secteurs connexes. Puis, deuxièmement, la retraite stratégique. Ça, c'est les 2 trucs. La retraite stratégique, qui est un grand événement à fort contenu, tu vois. Il faut dire que notre membership, tu vois, ils n'auraient pas le moyen individuellement de se payer ça. C'est trop dispendieux. Et c'est pas la même dynamique. Alors, voilà. Il n'y a pas de recette dans ça, mais bon, j'ajoute que là, maintenant, il y a des gens qui veulent créer R200, qui est dans l'air depuis, en fait, c'est l'ancien gouvernement. Là, je ne sais pas ce que le nouveau gouvernement a fait avec ça, mais les gouvernements aiment ce qu'on fait parce que, d'abord, ça ne coûte pas cher au gouvernement, mais ça a un impact extraordinaire. On pense, on le mesure parce qu'on voit la croissance de nos membres. C'est pas juste dû à cause de ça. On sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais le R200, c'est pour les plus petites entreprises et pour les amener vers l'exportation. Donc, nous, on a de l'intérêt à les aider si ça se fait. Pourquoi? Parce que ça sera un peu l'antichambre, le club école pour l'avenir. Et on a fait 2 choses récemment. On a changé nos critères légèrement pour les entreprises technologiques parce qu'on est sous-représenté en technologie. Et les critères des entreprises technologiques sont très différents dans l'entreprise. Donc, il faut tenir compte du fait que la croissance n'est pas rentable à court terme. Bon, il y a tout trucs. Donc, on a fait ça. Et puis, on a donné un coup de barre pour avoir plus de femmes dans le club. Alors, ça, ce qu'on a fait, comme il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de l'entreprise globale, on a fait la liste de toutes celles qu'on pouvait identifier, qui étaient en affaires depuis longtemps. Et on a fait un programme en disant, OK, aujourd'hui, quand on prend nos critères, la barre, nous, c'est 80%. On a 7 critères, puis il y a un scoring qui est donné par un comité. On a dit, bon, ben, de 80%, mettons que vous avez 65. Mais que le gros facteur, c'est la taille. Mais que tout le reste, vous l'avez. Ben, on s'est dit, on peut avoir ces entreprises-là. Et par contre, on a posé comme condition qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui va travailler avec elle pour l'aider à progresser. Donc, c'est les 2 choses qu'on fait là, qui, à la fois les plus petites technologiques et puis pour avoir un peu plus de diversité autour de la table. Voilà, j'arrête là. C'est notre histoire. Merci.